Et salut internaute, ça me fait super plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Et le sujet, c'est ça. 2001, l'Odyssée de l'espace, 1968, une durée de 149 minutes, 2h29. Je sais qu'il y a eu plusieurs versions, il y a eu des versions longues par après. Donc bon, on va parler de cette version-là. 8.3 sur 10 sur IMDb, avec Keir Dullea, ouh, j'ai une crampe, je suis obligé de déplacer ma jambe. Gary Lockwood, c'est un film qui a gagné l'Oscar des effets visuels et des effets spéciaux, mais il n'y a rien réellement de surprenant là-dedans, surtout quand tu as vu le film. Budget du film 12 millions, revenu 68 millions de dollars. C'est un film qui a bien marché, mais comme je l'avais dit, je pense que j'en avais parlé, je pense que c'était dans les films de Noël. Je me souviens plus dans quel film dans quelle vidéo j'en ai parlé précédemment, mais tu sauras peut-être mieux que moi. Mais c'est ça, c'est un film qui a bien marché, mais qui marchait mal en fait au départ. C'est-à-dire que les critiques, je rappelle brièvement ce que j'avais dit, les critiques avaient détesté, les gens se déplaçaient pas pour aller voir le film. Il y a même le producteur qui ont dit bon bah ok, on va arrêter l'hémorragie, on va enlever ça des salles de cinéma. Mais les gens qui étaient les propriétaires de salles de cinéma ont dit non non, laissez-le, non non, il y a des jeunes qui viennent et ils sont de plus en plus nombreux. En fait, c'était des jeunes sous psychotropes, sous drogue psychotrope, et ils hallucinaient devant le film. Surtout la séquence du Stargate. Ils applaudissaient à la séquence du Stargate. Ils étaient waouh! C'est toutes ces images, comme ça, le gars, il y a quasiment pas de son, et tu vois le gars qui rentre dans le Stargate, il y a juste plein d'images et plein de couleurs, tout plein de couleurs comme ça. Ils étaient voilà, et le film a fait plein d'argent grâce à ça. Au fur et à mesure, d'ailleurs, c'était la grosse comment dire, critique du film, c'est que le film posait plein de questions auxquelles lui-même ne répondait pas durant la narration. Donc Arthur C. Clarke, qui était le producteur du film, a dû même répondre à certaines de ces questions devant l'espèce d'irritation générale que les gens avaient à dire on regarde un film, on comprend pas. On veut comprendre. Donc bon, par la suite, 2001, l'Odyssée de l'espace, naturellement, est devenu une anthologie du cinéma. C'est un incontournable. C'est un film d'ailleurs, peut-être petite anecdote, mais c'est le dernier film qui a été fait dans l'espace avant qu'on envoie réellement des astronautes marcher sur la Lune. Ça, c'était quand même assez cool. L'histoire du film, c'est très simple, tu la connais sûrement, mais après la découverte d'un monolithe qu'on voit d'ailleurs au début du film, et finalement on le retrouve enterré sur la Lune, il décide d'envoyer comment dire, une mission spatiale afin de découvrir les origines de l'humanité. C'est ça l'histoire du film en gros. Ça s'étale sur 149 minutes. Anecdote sur ce film-là, assez intéressante. Évidemment, c'est un très grand film. Si tu demandes de mon avis, peut-être que je donne pas assez mon avis sur les films, mais dont je parle là aujourd'hui. Mais ce film-là, oui, c'est un film que j'ai beaucoup apprécié. Il y a énormément de talent. Surtout la cinématographie est impressionnante. Le rapport entre le personnage principal et l'ordinateur HAL 9000, cette espèce de rapport de tension qu'il peut y avoir est vraiment asymptomatique par rapport à ce qu'on peut voir dans les narrations d'habitude. On a vraiment un ordinateur froid donc et calculateur. C'était très intéressant au niveau de l'ambivalence des personnages et de la narration. Au niveau des anecdotes, Stanley Kubrick avait voulu se faire assurer à l'époque par Lloyd Assurance au cas où les extraterrestres se manifesteraient avant la sortie du film, parce qu'il ne voulait pas que, du coup, voilà, c'est ça quoi. Mais Lloyd Assurance a refusé. Donc ils l'ont pas assuré, mais de toute façon les extraterrestres ne se sont pas manifestés, donc il n'y a pas eu de souci. Des tonnes de sable aussi ont été importées sur le tournage du film. Ils ont été repeints, ces tonnes de sable là, pour en fait refaire la surface de la Lune. Kubrick avait calculé que pour faire son film, pour fabriquer les décors de son film, ok. Parce qu'à l'époque, on était quand même dans les effets spéciaux, c'était les débuts des effets spéciaux, et quand tu regardes le film, il est quand même relativement bien fait. Mais en fait, il faut te dire qu'en arrière-plan, il y avait beaucoup de décors qui étaient peints, ok, des vaisseaux spatiaux que tu vois en 3 dimensions, etc. Mais c'est tout peint par des gens. Et lui, il avait calculé que pour tous ces vaisseaux spatiaux, ces planètes, cet espace que tu vois dans le fond, ou même des fois juste l'intérieur d'un vaisseau que tu vois en perspective et c'est juste une peinture en 3 dimensions, il avait calculé qu'il faudra à peu près 13 ans à une personne pour réaliser tous ces fonds-là qu'on voit au fond. Donc, il a engagé 12 personnes et ça lui a pris 1 an.
C'est une belle logique, ça a marché en plus. C'est une belle logique, pourquoi pas. Donc 2001, l'Odyssée de l'espace, si tu l'as pas vu, faut que tu ailles le voir. Clockwork Orange en 1971 avec Malcolm McDowell, un très grand film pour ma part. J'ai vraiment vraiment apprécié ce film-là. C'est un film qui dépeint c'est quoi l'anarchisme un peu, le grand n'importe quoi. Mais non, j'ai vraiment aimé ce film-là. Comment dire, il serait encore un petit peu d'actualité ce film-là, je te dirais quelque part. On nous montre un peu ce qu'est la société, qu'est-ce qui fonctionne pas dans la société, et les gens qui sont ultra violents dans cette société-là, pourquoi est-ce qu'ils sont violents dans le fond, on ne sait pas trop. Est-ce que c'est à cause de la société? Certainement. Budget du film, 2 200 000, revenu international 26 millions, ça a très bien marché, 2h16 le film. Le film à la base durait 4 heures, mais évidemment Stanley Kubrick ne pouvait pas sortir un film de... Bah, il ne pouvait pas, il l'a déjà fait, mais là un film de 4 heures ça passait pas. Donc il a réduit à 2h16, il a fait du montage, il a coupé pas mal de bouts de film, et pour être sûr que jamais personne ne puisse voir ces bouts de film qu'on aurait peut-être aimé voir, hein, quelque part, hein, c'était sûrement très bon, il les a détruits, il a tout détruit au complet. À la fin du film, il y a cette espèce de torture par laquelle passe Malcolm McDowell, où il a des espèces il est obligé de voir des images, et on lui met des choses en métal pour qu'il ne puisse pas fermer ses paupières afin de les regarder tout le temps. Il faut que tu saches que la personne qui est au-dessus de lui constamment et qui est censée être un médecin dans le film, dans la narration, est réellement un médecin. En fait, il s'assurait que les yeux de Malcolm McDowell soient toujours bien humides. Il ne fallait pas qu'il perde de l'humidité, donc c'était réellement un médecin. Malcolm McDowell, durant cette scène-là, s'est scratché la cornée à plusieurs reprises, quand même, sur ses bouts en métal, parce que ce sont des vrais bouts en métal. Et il a même perdu temporairement la vue d'un œil à cause de ça. C'était fun. C'était fun à tourner. Le film a été interdit au Royaume-Uni jusqu'à l'an 2000. Il était classé X, ce film-là. Tout comme d'ailleurs Midnight Cowboy en 1969, qui était avec Dustin Hoffman et John Voight, me semble-t-il. Ces deux films-là, d'époque, ils étaient classés X. Donc, bon, c'est un peu spécial. Le film a été interdit en Angleterre, mais c'est Kubrick qui l'a interdit, très bizarrement. Parce que, bizarrement, dit comme ça c'est bizarre, mais en fait après la raison, tu la connais mieux. Quand le film est sorti, il n'a pas été interdit tout de suite en Angleterre. Il est sorti en salle, il l'a interdit après, jusqu'en 2000. Parce qu'en fait, Kubrick recevait, après la sortie du film, des menaces de mort qui étaient sur lui et sa famille. Donc il a un petit peu mal pris, puis il a dit non, tourner un film, ok, tu sais, ça il aimait ça, c'est sa passion. Après ça, une fois que le film est fait, il est fait. De là à ce que ma famille ait des menaces de mort à cause d'un film, c'est un petit peu exagéré, donc il a interdit le film carrément sur le territoire en Angleterre, quoi. Malcolm McDowell et Stanley Kubrick, durant le tournage du film, étaient les plus grands amis du monde. Ils jouaient aux échecs, ils faisaient plein de choses ensemble, ils s'adoraient, etc. Quand le film a été terminé, Kubrick a plus jamais adressé la parole à Malcolm McDowell. Malcolm McDowell a appelé d'autres acteurs. Il a été même l'ami, un des meilleurs amis de la femme de Kubrick, et Kubrick néanmoins lui adressait quand même pas la parole. Et la femme de Kubrick lui a dit à un moment donné, et certains autres acteurs aussi qui connaissaient disaient non mais Kubrick lui, il n'y a pas vraiment d'amis, tu vois. Donc quand il est ami avec toi sur un tournage, c'est parce que tu incarnes un rôle. Et c'est juste ça qui l'intéresse. Une fois que le rôle est incarné, une fois que le film est fait, il n'y a plus aucun intérêt avec toi. C'est comme ça, c'est Stanley Kubrick. Stanley Kubrick avait voulu avoir Ennio Morricone pour la musique dans The Clockwork Orange, mais voulant bien faire, il a décidé d'appeler Sergio Leone au téléphone en lui disant je voudrais savoir si Ennio Morricone, au lieu d'appeler directement Ennio Morricone, mais bon, peu importe, je voudrais savoir s'il est disponible, je voudrais pas te l'enlever si jamais tu travailles avec lui, etc. Bon, bref. À ce moment-là, Sergio Leone est en plein tournage d'un film qui s'appelle Giù la testa. Donc si tu connais Sergio Leone, tu le sais. 1971, James Coburn, Il était une fois, La Révolution. Et Sergio Leone lui a menti en disant que Ennio Morricone était absolument occupé pendant ce film-là, ce qui n'était pas le cas, pas à ce moment-là. Et il aurait pu travailler et faire la musique de Clockwork Orange, qui n'a jamais été le cas parce que Sergio Leone a menti. Il ne voulait pas partager Ennio Morricone à ce moment-là. Pas avec Stanley Kubrick. Barry Lyndon en 1975 avec Ryan O'Neal, Marissa Berenson, Patrick McGee. Pour moi et pour Martin Scorsese, mais je ne me comparerai jamais à Martin Scorsese, mais bon,
pour moi, c'est le meilleur film de Kubrick. Et Martin Scorsese, lui, c'est son film préféré carrément. Mais moi, c'est peut-être pas mon film préféré. J'ai plusieurs films que j'aime bien quand même. Hein. Mais c'est le meilleur film pour moi de Kubrick, c'est Barry Lyndon. Moi, je trouve que c'est un très très grand film. On voit vraiment, c'est un film qui dure 3h05, donc c'est quand même un film assez long. On voit l'ascension d'un personnage qui finalement monte et passe de personne à héros et de héros à anti-héros. Et c'est ça que je trouve magistral dans ce film-là, c'est que contrairement à tous les films de ce genre que tu peux voir où tu te dis ok la personne est en train de monter donc elle va devenir nécessairement une très bonne personne à la fin, et non, là c'est une personne qui devient bonne parce qu'elle était réellement dans la pauvreté, elle était réellement dans la problématique au niveau de son existence. Et parce que ça se passe pendant au XVIIe, ou je ne sais plus quelle date exactement, mais tu vois à peu près 17e ou 18e siècle, et qui se retrouve finalement un héros, qui se retrouve dans une très belle situation financière, etc., qui marque quelqu'un qui est très très riche, et qui du coup devient complètement un anti-héros, quelqu'un que tu détestes dans la deuxième partie même. Donc une personne que tu as appris à aimer et que tu apprends à détester. J'ai vraiment vraiment aimé ce film-là à cause de cette progression narrative. 8.1 sur 10 sur IMDb, budget 11 millions, le revenu 20 millions, ça a plus ou moins bien marché, c'est pas un film qui a très très bien marché. Anecdote à ce sujet-là, la production, en fait, le film s'était tourné en Irlande, la production a dû quitter l'Irlande pour l'Angleterre, parce que l'IRA a appris que Kubrick tournait ce film-là et qu'en fait il mettait en scène des soldats anglais, même si c'était des soldats costumés d'époque hein, et que c'était juste des figurants, mais peu importe, des soldats anglais sur le territoire irlandais, donc ils ont mis le nom de Kubrick sur une hit list. Ça a obligé Kubrick à aller tourner en Angleterre pour pouvoir avoir la paix et pour ne plus être sur la hit list, ce qui est quand même assez intense de la part de l'IRA. Durée du tournage 300 jours sur 2 années parce qu'il y a eu deux pauses au milieu de ce tournage-là. Les 2 pauses dues à une augmentation considérable du budget à chaque fois, donc il fallait qu'ils retournent voir un peu les maisons de production en disant voilà je voudrais un petit peu plus d'argent. Donc 2 ans c'est quand même assez hallucinant. Kubrick a entièrement modifié la narration du film durant le montage. Donc les acteurs étaient en train de tourner le film et finalement quand ils l'ont vu c'était absolument pas ce qu'ils avaient tourné. Alors, comme tu peux le voir en arrière de moi, j'ai eu un gros problème technique. Ma caméra m'a lâché. Toi, tu vois pas ce qui se passe en arrière, behind the scene. Mais c'est la 4e fois que je recommence ce segment-là. Ça marche pas du tout. J'ai des problèmes de caméra, problème de son. La caméra fonctionne pas. Ça s'est rétribué sur le son qui marchait pas du coup, mais c'était pas à cause du son, c'était à cause de la caméra. Il a fallu que je sache à cause de quoi ça marchait pas. Donc j'ai changé de caméra, j'ai absolument aucun moyen financier, c'est strictement avec les moyens du bord, parce que j'ai plus de caméra, mais c'est des choses qui arrivent, c'est pas grave, on utilise le système D et on s'arrange. Alors c'est certain que du coup ça change un petit peu le décor en arrière de moi, tu dois le voir, bah tu le vois c'est sûr. Maintenant, est-ce que je vais conserver ce décor-là en arrière de moi? Je ne sais pas encore, peut-être que ça va être la meilleure manière de filmer, on verra bien. Bref, on va rebondir sur ce qu'on était en train de dire par rapport à Stanley Kubrick. Non, Stanley Kubrick, devant le succès mitigé de Barry Lyndon, il n'est pas super content. Au box-office, ça ne fonctionne pas super bien. Du coup, il décide de partir dans l'adaptation de quelque chose de sûr, donc une nouvelle ou un roman qui est quand même quelque chose voilà, qui a bien fonctionné. À ce moment-là, il est quand même très connu à Hollywood, etc. Donc il a un bureau avec une secrétaire et à titre anecdotique, sa secrétaire lui fait livrer plein de romans et autres nouvelles de gens ultra connus à lire afin de pouvoir trouver cette perle rare qui va enfin mettre en scène et qui va faire en sorte qu'il va oublier un petit peu cet échec, ce partiel échec commercial de Barry Lyndon. Donc elle entend des livres qui rebondissent sur les murs. Ça, c'est le mécontentement de Stanley Kubrick qui lit des livres encore et qui n'est pas content parce qu'il n'a pas d'idée réelle quant à savoir qu'est-ce que je vais faire, comment je vais le tourner. Non, ça correspond pas à mes idées. Non, il n'y a rien à faire avec cette histoire-là, aucune réalisation. Jusqu'à un moment donné où elle l'entend pas et parce qu'il est en train de lire, à ce moment-là, tu t'en doutes, The Shining de Stephen King, c'est la révélation, c'est ce film-là qu'il va faire. Donc en 1980,
Il part sur le tournage de The Shining avec Jack Nicholson, Shelley Duvall, Danny Lloyd qui joue le rôle de Danny, justement, ce qui est quand même intéressant, il a le même prénom. Durée 146 minutes, 2h26, avec un budget de 19 millions et des recettes à l'international de 46 millions, 8.4 sur 10 sur IMDb. Un très très bon film si tu me demandes mon avis. Je suis tout seul à me parler, donc quelque part je te le donne quand même. Mais c'est un très très bon film. Il y a une ambiance générale qui est donnée. Il y a cette angoisse, cette terreur qui est crescendo dans le film, notamment par rapport à cet hôtel rempli un petit peu d'esprits de maléfices, qui est en plus isolé en haut d'une montagne, dans le froid, dans l'hiver, tu n'as aucune échappatoire parce que si tu sors finalement, il fait super super froid, hein, c'est comme là où je vis au Canada, donc tu ne veux pas sortir. Et la musique participe à cette folie montante générale que tu peux avoir dans le film vis-à-vis de tous les personnages, à l'exception peut-être de l'enfant. Donc, un film avec une ambiance générale, des acteurs qui jouent terriblement bien, une narration, et quand tu n'as jamais vu le film, un scénario quelque part qui quand même tient la route jusqu'à l'apothéose et aux scènes finales du film. Donc quand même un film qui fait partie de l'histoire du cinéma, clairement. Un très grand film. Récemment, j'ai vu Dr. Sleep, la suite avec Ewan McGregor. C'est pas un film que j'ai détesté, ma conjointe non plus. C'est un film qui se tenait quand même très très bien, surtout que c'est quand même l'adaptation éponyme du roman de Stephen King qui est la suite de The Shining. Donc non, on n'a pas. C'est sûr que ce sont des films qui se suivent dans la narration, mais qui changent au niveau de l'ambiance. On n'est pas dans la même réalisation, etc. Mais c'est quand même un très bon film. J'ai quand même aimé ça. Je n'ai pas détesté ça. Je l'ai vu comme une suite et pas comme un autre film de Stanley Kubrick. Au niveau de The Shining, peut-être pour tout ce qui est anecdotique et très rapide, le film avait été très bien reçu par la critique et les gens qui encensaient le travail génial de Stanley Kubrick. Jack Nicholson et Shelley Duvall ont eu beaucoup de mal avec ce rapport-là des gens et des critiques parce que ils ont affirmé que ce film-là n'était pas que l'œuvre de Stanley Kubrick, c'était aussi l'œuvre de toute une équipe en arrière et notamment des acteurs, mais aussi ne pas oublier Stephen King qui avait écrit le bouquin à la base. Donc ça les avait un petit peu énervés de dire regarde c'est juste Stanley Kubrick qui a fait ce film-là. Non, c'est pas vrai, c'est vraiment un travail global. Donc ça c'était quand même quelque chose d'intéressant. La fameuse scène Here's Johnny, que tu connais certainement si tu as vu le film. Si tu l'as pas vu, il faut que tu ailles le voir absolument. Ça fait partie des grands classiques du cinéma. Donc Jack Nicholson qui arrive avec la hache afin de défoncer la porte derrière laquelle Wendy, qui est jouée par Shelley Duvall, est cachée dans les toilettes. Cette scène-là, finalement Jack Nicholson il met le visage dans le trou, etc. Puis c'est repris dans Dr. Sleep avec Ewan McGregor qui regarde un petit peu de la même manière, qui reprend le rôle de Danny Lloyd, mais plus âgé. Parenthèse fermée. Cette scène-là, quand même, a été filmée pendant 3 jours et il y a eu 60 portes d'utilisées pour ce film-là. Durant le film, Jack Nicholson, à un moment donné du film, devait être relativement de mauvaise humeur et devenir quand même pas mal cinglé. Hein. Une évolution du personnage en ce sens-là. Donc Stanley Kubrick avait décidé de lui donner uniquement à manger des green cheese, sachant que les green cheese étant le mets, le sandwich que Jack Nicholson détestait par-dessus tout. Et il lui donnait que ça à manger. Il a dit qu'il n'y avait rien d'autre sur le plateau. Du coup, Jack Nicholson était de super mauvaise humeur. Et ça a très bien arrangé Stanley Kubrick. En parlant de ça, d'ailleurs, même chose pour Shelley Duvall. Exactement le même système. Stanley Kubrick voulait beaucoup de naturel au niveau du fait que le personnage de Wendy devenait quand même un petit peu folle, hein, quelque part, au fur et à mesure de la narration. Et pour ça, il a décidé de faire en sorte que l'équipe du tournage lui adresse le moins possible la parole, ou très très peu, et lui a eu une attitude très, agressive avec Shelley Duvall sur le tournage. C'était fait exprès pour générer cet effet psychotique qu'on voit à travers le personnage. Ça a très bien marché. Shelley Duvall, en fait, à la fin du tournage, a été victime d'un épuisement nerveux, a même perdu ses cheveux, en partie, tellement a été touchée nerveusement. Et par la suite, l'actrice avait dit qu'elle ne referait jamais ce genre d'expérience, mais qu'elle n'a pas, elle n'est pas vraiment... c'est quelque chose qu'elle a quand même apprécié quelque part quand elle y pense après. Sur le moment, sachant ce qui allait en advenir, elle ne l'aurait sûrement pas fait, mais par après, bon, peut-être que c'est quelque chose qu'elle ne regrette peut-être pas par rapport à la prestation qu'elle a pu avoir dans le film.
Le script a été modifié tout au long du tournage, ça c'est beaucoup du Kubrick, hein, au fur et à mesure qu'il tournait, il modifiait au fur et à mesure. Et enfin, je terminerai peut-être avec l'épisode Stephen King, qui est quand même assez intéressant. C'est-à-dire que Stephen King, alors peut-être avant de parler de ça, quand même bien à savoir aussi, le labyrinthe, on va revenir sur Stephen King, mais le labyrinthe, une petite anecdote, mais c'est quand même assez cool, le labyrinthe est fait de sel et de polyester, si tu ne le savais pas. Pour revenir sur Stephen King tout de suite, Stephen King avait, quand on lui a demandé ce qu'il pensait de ce film-là, il avait dit oui, c'est un film, mais c'est un film qui est en surface, mais sans aucune substance. Ça serait comme une très belle voiture, je cite ce qu'il a dit, ce serait une très belle voiture, mais sans moteur. C'est ça qu'il pensait du film The Shining. Par la suite, en 1997, Stephen King a voulu réadapter son livre en mini-série. Malheureusement, Stanley Kubrick détenait les droits, il les avait rachetés à Stephen King. Il les avait rachetés à Stephen King. Donc Stanley Kubrick a dit d'accord, très bien, il n'y a pas de souci, je vais te revendre tes droits, il n'y a pas de problème, mais je vais te faire signer un contrat en échange. Et dans ce contrat, il était stipulé à Stephen King qu'il ne pouvait plus du tout, jamais, dire du mal du film The Shining de Stanley Kubrick en 1980. C'était juste impossible, c'est fort un peu. Puis, il écoute sa tablette, mais on a comme la télé encore, en double. Mais tu as le droit d'écouter ta tablette. Ben oui, il n'y a pas de problème. Ça fait partie des aléas. Il a tout à fait le droit. Mais bref, du coup, c'est ça, pour revenir, petite parenthèse fermée, pour revenir là-dessus, il n'avait plus le droit de dire du mal, c'était ça le contrat d'engagement du film The Shining de Stanley Kubrick en 1980, et c'est ce qu'a fait Stephen King. Très particulier quand même. Full Metal Jacket en 1987, une durée de 116 minutes avec Matthew Modine, Vincent D'Onofrio, Arlie Ermey, j'ai du mal à dire son nom, 8.3 sur IMDb, le budget 30 millions et les revenus à l'international 46 millions. Ça c'est évidemment, après Barry Lyndon, peut-être le film qui me tient le plus à cœur dans la filmographie de Stanley Kubrick. C'est un film que j'ai énormément aimé. C'est un film, tu as dû le voir, j'avais fait je pense une vidéo sur les films sur la guerre du Vietnam. Les films sur la guerre du Vietnam, de manière en majorité, je te dirais, sont des films que j'aime beaucoup parce qu'ils remettent un petit peu en cause le patriotisme américain versus la société américaine et ce combat entre les deux, comment ça fonctionne. Le patriotisme américain qui mène tous ces soldats à aller par exemple à la guerre du Vietnam et qui finalement reviennent complètement désenchantés, mettant en scène l'ambivalence de la société américaine, comment la société fonctionne réellement versus l'hypocrisie du patriotisme qu'il peut y avoir en arrière, et pourquoi les États-Unis décident la plupart du temps de eux-mêmes aller éduquer d'autres populations de la manière dans laquelle eux y pensent, et ce qui n'est pas nécessairement la meilleure manière. Est-ce que les personnages se rendent compte et qu'après, revenus aux États-Unis, ils sont dans cette espèce de contrariété, je te dirais, comment dire, ils sont à contresens de la société et ils comprennent un petit peu. Ils sont les seuls à être à contresens de cette société-là, donc personne ne les comprend et eux voient la réalité des choses. J'aime bien un petit peu, au travers de la guerre, qu'on voit cette description de cette société américaine qui finalement est décadente. Donc, très bon film, très très bon film. Dans ce film-là, Lee Ermey joue le sergent, hein, qui est recruteur au début du film. Alors il faut savoir quand même que ce monsieur-là a été un ancien marine, qui a été pendant 11 ans dans les marines, qui était sergent lui-même, qui a participé à la guerre du Vietnam. Donc c'est quelqu'un qui connaissait quand même très bien son rôle. C'est quelqu'un qui a demandé du coup à Stephen King de pouvoir improviser les lignes de dialogue, parce que Stephen King, à part peut-être Peter Sellers, comme j'ai parlé en début de vidéo, Stephen King, du coup, lui, il acceptait très rarement qu'il y ait de l'improvisation. C'est quelqu'un de très méticuleux, il n'aimait pas ça. Mais là, il a accepté parce qu'il l'a laissé faire pendant une scène et il a vu que c'était remarquable, c'était juste remarquable, c'était incroyable. Et Arlie Ermey, du coup, n'a eu que 2 ou 3 prises par scène, ce qui est très très peu pour Stanley Kubrick, qui monte des fois, en moyenne, c'était entre 70 et 150 prises par scène. C'est quand même énorme. Donc c'est vachement bien pour Arlie Ermey, qui n'a pas souffert un petit peu de ces prises multiples. Bref. Donc, j'ai été déconcentré, il y a une voiture qui est passée. Déconcentré par une voiture, c'est incroyable. Donc voilà, quand même, il faut noter la prestation de cet acteur-là comme sergent recruteur,
qui est vraiment, vraiment remarquable. Le film a été tourné en chronologie inversée. Ça, c'est super intéressant. C'est-à-dire que, en fait, ce que tu vois à la fin du film, Guerre du Vietnam, etc., c'est le début pour les acteurs. C'était le début, les premiers jours de tournage. Et ce que tu vois au début du film, donc les moments où ils sont dans le camp d'entraînement, eh bien ça c'est la fin du tournage. Donc ça a dû être quand même assez particulier pour les acteurs de vivre un petit peu ce procédé narratif très particulier. Vincent D'Onofrio, à l'époque, était un acteur qui était absolument pas connu. Il commençait à peine à Hollywood, il avait eu que quelques petits rôles. Il était videur de boîte de nuit, c'était ça son job. Et il a entendu dire qu'il y allait avoir le tournage de Full Metal Jacket qui allait commencer. Du coup, il s'est dit, bon, bah, je vais faire une petite vidéo. Il s'est enregistré sur une cassette vidéo, déguisé en soldat, faisant un petit peu une tirade improvisée, comme ça, pour voir qu'est-ce que ça allait donner. Et puis il s'est dit, bon, ben, il a regardé, il a dit, ok, oui, c'est parfait. Il l'a envoyé à Stanley Kubrick. Alors Stanley Kubrick, il faut te dire que Vincent D'Onofrio pensait que c'était peut-être une idée originale, mais ça l'était pas du tout, parce que Stanley Kubrick a reçu plein de cassettes de gens qui pensaient que c'était une idée originale. Du coup, il en a regardé quelques-unes, mais pas toutes, et il est tombé miraculeusement, je te dirais, pour Vincent D'Onofrio, sur sa cassette qu'il a regardée. Ça, c'est vraiment de la chance, de la pure chance. Et quand il a vu Vincent D'Onofrio, il a dit, oui, oui, c'est absolument lui que je veux pour tel personnage. Donc il l'a appelé, Vincent D'Onofrio a raccroché quand il l'a eu au téléphone parce qu'il s'est dit, ok, c'est une mauvaise blague. Et finalement, Stanley Kubrick l'a rappelé, il a vu que c'était pas une blague, donc il a participé au tournage du film qui a révélé un petit peu Vincent D'Onofrio à Hollywood et qui a commencé sa carrière. Vincent D'Onofrio a pris beaucoup de poids aussi pour le film, c'est quand même à dire, énormément grossi. Dernière petite anecdote par rapport à Stanley Kubrick lui-même. Pendant le tournage, il cherchait un lieu spécifique pour tourner telle scène. Je me souviens plus exactement, c'est pendant la guerre du Vietnam, pas le moment où ils sont encore en entraînement, mais le moment pendant la guerre du Vietnam. Et finalement, il était en voiture dans une sorte de 4x4 avec lui à de ses côtés le producteur du film et derrière Matthew Modine. Ils étaient en train de discuter, ou en plus particulièrement, en fait, c'était un monologue de Stanley Kubrick qui essayait de comprendre où est-ce qu'il allait tourner cette scène-là. Et à force de partir dans ses élucubrations comme ça, ses idées, il a eu un accident. La voiture a fait un tonneau. Et quand la voiture a terminé de faire le tonneau, ça a été un déclic pour Stanley Kubrick. Il a tout de suite trouvé c'était quoi le lieu exact où il voulait tourner. Et il est sorti de la voiture en disant, ouais, ça y est, j'ai trouvé. Il s'est même pas soucié à savoir si les gens étaient blessés ou pas dans le véhicule, ce qui n'était pas le cas. Finalement, personne n'était blessé. Et il est sorti, il dit, il faut qu'on retourne absolument sur le lieu de tournage, il faut que j'en parle à mon équipe, je sais exactement où on va tourner. Et les deux autres étaient juste ébahis en disant, waouh, mais ta voiture est pétée, quoi. T'as plus de voiture, quand même. Mais non, il s'en est foutu, il a dit à quelqu'un de s'en occuper après, il s'en foutait complètement. Et il avait trouvé son lieu de tournage, c'était ça qui était le plus important. Donc voilà, anecdote. Full Metal Jacket. Eyes Wide Shut, en 1999. 159 minutes, 2h39, c'est quand même un film relativement long, avec Tom Cruise, Nicole Kidman, pas William Hurt, voyons, Sidney Pollack. Je suis resté bloqué sur un autre film. Sidney Pollack, 7.4 sur IMDb. Le budget 60 millions et revenu à l'international 162 millions. C'est un film qui est rentré dans le Guinness Book des records comme ayant le plus long tournage qui a jamais existé, à savoir 400 jours de tournage quand même, c'est très très long. Il a été tourné à Pinewood en Angleterre, dans les studios Pinewood, car Stanley Kubrick, je ne sais plus si je l'ai dit dans la vidéo honnêtement, parce que c'est tellement long, c'est la 4e fois que je refais le segment. Mais Stanley Kubrick détestait voyager en avion, il avait une peur absolue des voyages en avion, donc il ne se déplaçait que très très peu. Et du coup, il décidait la plupart du temps de tourner en Angleterre, là où il vivait. Bref, Tom Cruise et Nicole Kidman ont déménagé là-bas et ont dû signer un contrat d'engagement parce que Stanley Kubrick savait avant le début du tournage que le tournage allait être relativement long. Un contrat d'engagement qui les forçait à finir le tournage, peu importe la durée du tournage, et ne pas s'engager dans un autre tournage parce que le film étant trop long, avec des pauses quand même assez importantes pendant le film. Donc, pendant le tournage. Donc quand même, à noter. Personnellement, c'est un film que j'ai moyennement aimé. C'est un film qui, je pense, est très bien réalisé, très bien scénarisé. Il n'y a aucun problème au niveau, je te dirais, de la technique du film. Après, c'est d'un point de vue, je pense, typiquement personnel au niveau de la narration. C'est un sujet qui m'intéressait moyennement, donc c'était difficile. Il y a des films que j'ai vus sur des sujets qui m'intéressaient moyennement et qui ont été pour moi des grandes révélations néanmoins parce que traités d'une manière qui était tellement curieuse et intéressante. Mais c'était peut-être pas le cas dans ce film-là, donc j'ai aimé le film parce que techniquement bien fait, mais c'est pas un film qui m'a marqué plus que ça. Mais quand même un très bon film. Faut quand même le dire. Le tournage du film, au niveau anecdote, a été si long que les enfants de Tom Cruise et Nicole Kidman ont eu l'accent britannique. C'est quand même incroyable.
Il y a eu 1 an de post-production, ce qui est quand même beaucoup aussi, 1 an, sur ce film-là, c'est-à-dire on refait les dialogues, hein, etc. Tu sais comment ça marche, on incorpore la musique, etc. Si tu es un petit peu intéressé au cinéma, tu sais comment ça fonctionne. Et finalement, Stanley Kubrick a proposé ce qu'on appelle le Final Cut au studio, mais ça a été 4 jours avant sa mort. Donc le Final Cut ne détenait pas de musique, il n'avait pas encore eu le temps d'incorporer la musique au film. Donc la musique que tu peux voir dans le film n'est pas l'idée de Stanley Kubrick. Est-ce que ça correspondait réellement à son idée au niveau artistique? À quel endroit il voulait placer la musique? On ne le saura jamais, car Stanley Kubrick est mort à l'âge de 70 ans dans son sommeil d'une crise cardiaque. C'était quelque chose qui n'était pas, qui était soudain, hein. Les acteurs et les gens qui étaient autour de lui ne savaient absolument pas qu'il allait mourir. Il n'avait pas une longue maladie, et il n'est pas décédé à la suite d'une longue maladie. Donc voilà, on ne saura jamais. Le produit fini, on ne saura jamais si ça correspond exactement à ce que Stanley Kubrick avait en tête. Harvey Keitel jouait le personnage en fait incarné par Sidney Pollack à la base, et il a tourné dans ce film-là pendant 6 mois. Et après 6 mois de tournage, il a claqué la porte du tournage. Il est parti furieux. Il détestait Stanley Kubrick. Il a dit que c'était le pire réalisateur avec qui il n'avait jamais travaillé. Il ne voulait plus le voir. Donc Stanley Kubrick a été obligé d'engager quelqu'un comme ça un petit peu d'urgence. Il a pris Sidney Pollack, il a retourné les scènes dans lesquelles était Harvey Keitel avec Sidney Pollack, et il a terminé le film avec Sidney Pollack. Donc voilà, Eyes Wide Shut, si tu veux le voir, c'est quand même un film de Stanley Kubrick, c'est quand même un film qui est quand même très bien fait, il faut le dire, même si j'ai pas trop aimé, mais c'est quand même un très très bon film. Donc à voir, Eyes Wide Shut. Je terminerai avec AI, Intelligence Artificielle, qui est sorti en 2001 de Steven Spielberg, qui n'est pas un film de Stanley Kubrick, mais on va revenir là-dessus tout de suite. Stanley Kubrick a une importance cruciale dans ce film-là. C'est un film de 146 minutes, avec 7.2 sur 10 sur IMDb, les gens, on va passer ça, avec Jude Law, Joel Osment, William Hurt, je l'avais un petit peu déplacé, lui, de tournage. Le budget 100 millions et les recettes 235 millions. Pourquoi je parle de ce film-là? Parce que ce film-là était l'idée à la base de Stanley Kubrick. C'était ça un petit peu pourquoi je voulais en parler. Alors peut-être avant de débuter là-dessus, contrairement à ce qu'on pourrait penser, la plupart des gens avaient dit « Ah, mais Spielberg a fait le film que Stanley Kubrick voulait faire, AI », parce que Stanley Kubrick est décédé avant de pouvoir débuter le tournage, et Spielberg, étant un ami de Stanley Kubrick, a décidé de le faire lui-même. Ce n'est pas vrai. En fait, ce qui s'est passé, c'est que Stanley Kubrick avait été intéressé par cette idée que tu vois dans AI, intelligence artificielle, depuis déjà 20 ans. Il travaillait dessus au travers de différents storyboards, au travers de différents arts visuels, les concept art comme on dit, hein, donc des espèces de grosses peintures qui sont comme ça à dessiner, ou de dessins très élaborés, des traitements de texte, pas de scénario ceci dit, des traitements de texte avec même des parties dialoguées. Il y avait une idée quand même qu'il n'arrivait pas à scénariser, et ça faisait 20 ans qu'il en parlait au téléphone ou même de vive voix à Steven Spielberg. Il lui avait donné il avait donné au fur et à mesure tous les documents sur lesquels il travaillait, ou fait des photocopies, peu importe, on s'en fout, on ne rentrera pas dans les détails techniques. Et Steven Spielberg était vraiment au fait de ce projet-là. Et Stanley Kubrick lui avait dit « Je te tiens au courant de ce projet-là, de cette idée, de ce concept majeur que j'ai en tête, parce que je veux que ce soit toi qui le réalises. C'est réellement ta tasse de thé, c'est le type de film que tu fais, ce n'est absolument pas le type de film que moi je fais, donc c'est toi qui devras le réaliser. » Et Spielberg était vraiment enchanté à l'idée de faire ce film-là. Il disait « Oui, oui, c'est vraiment quelque chose que je veux faire, c'est quelque chose que j'ai envie de faire. » Et finalement, Stanley Kubrick est décédé. Et Spielberg, après ses 20 ans de conversation avec Stanley Kubrick, tout le matériel qu'il avait, il a dit bon bah c'est le bon moment maintenant de faire le film. Donc il a écrit le scénario, ou fait écrire le scénario, peu importe, je ne me suis pas renseigné là-dessus, et par rapport à toutes ces idées-là, ces canevas qu'il avait, et ça a donné le film AI, Intelligence Artificielle, fait par Spielberg et non Kubrick. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que Spielberg avait dit tout ce que tu retrouves dans le film qui est relativement noir, contrairement à ce qu'on pourrait penser, parce que la plupart des gens vont penser à tout ce qui est noir, ça vient de Kubrick, hein, notamment Clockwork Orange, etc. Si tu te bases sur ces films-là, qui ont quand même des idées un petit peu noires en arrière, ils se sont dit, bon, bah, tout ce qui est dans AI, intelligence artificielle, qui est noir, ça vient de Kubrick, et c'est pas le cas, ça vient de Spielberg. En fait, Spielberg avait dit que Kubrick avait une idée plus romantisée de la narration, et donc, quelque part, lui, il a noirci le tableau, toutes ces idées romantisées-là, il a tout noirci ça, et ça a donné le film tel qu'il est. Donc il y a réellement quand même en arrière une créativité de Stanley Kubrick, même si c'est une idée, une créativité de Spielberg, pardon, même si c'est une idée de Kubrick. Je pouvais pas ne pas parler de AI quand même.
Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc c'était cette vidéo sur Stanley Kubrick. Je remercie encore une fois Ami Barbès de m'avoir donné cette suggestion-là. C'était vachement bien, même si c'est quelqu'un, Stanley Kubrick, que je n'apprécie pas, je l'ai déjà dit plusieurs fois, du côté humain, parce que sa passion du cinéma a mené à certains côtés extrêmes, notamment avec les acteurs ou l'équipe du tournage. Tu ne traites pas des êtres humains de cette manière-là, je pense. Donc je pense pas que c'était un bon être humain à cause de ça. Même sa famille, je veux dire, à un moment donné, je sais plus si j'en ai parlé dans la vidéo parce que j'ai refait les segments 20 000 fois, donc je me répète peut-être, mais à un moment donné, il avait quand même créé son appartement au bout de son jardin afin de pouvoir s'isoler pour écrire des scénarios, s'isoler complètement de sa famille pendant un mois de temps sans jamais les voir, ni leur parler, ni leur adresser la parole. Et il avait quand même des enfants en bas âge à l'époque. C'est quand même, voilà, c'est quand même une manière de faire un comportement que je trouve très extrême. Mais parallèlement à ça, c'est quelqu'un qui est excessivement passionné du cinéma, puisque sa passion du cinéma, comme je le dis, passe avant tout. Donc quand tu es quelqu'un comme moi ou plein d'autres personnes dans le monde qui aiment le cinéma, d'où l'existence de cette chaîne, pour essayer de faire partager un petit peu le monde du cinéma à tout le monde et d'essayer d'en parler au travers même des commentaires, des suggestions comme celle-ci. Du coup, j'ai été immergé, absolument immergé là-dedans, quoi. C'était donc merci Annie Barbès pour cette suggestion, merci beaucoup, parce que j'ai passé une semaine où j'étais immergé complètement dans le monde de Stanley Kubrick. C'est complètement fou. Quelqu'un de passionné à ce niveau-là de cinéma, il est passionné à un niveau, je pense, personne n'atteindra jamais ce niveau-là. Personne. C'est impossible, même pas Tarantino. C'est incroyable la passion du cinéma qu'il avait, c'est vraiment incroyable. Donc quand tu aimes le cinéma comme moi et que tu commences à être immergé là-dedans, ou d'autres personnes, waouh, t'es complètement dans l'univers de quelqu'un. Le cinéma est hyper important. Voilà, c'était merci. Merci à Ami Barbès de m'avoir fait vivre cette expérience pendant une semaine. Et j'espère que la vidéo sera concluante. Après, pour le reste, c'est comme d'habitude, si tu veux t'abonner, parce que c'est plus facile de savoir quand est-ce qu'une nouvelle vidéo va sortir. Des questions, des suggestions ou des commentaires, comme je le disais, hein, j'essaye de faire une vidéo peut-être un peu plus communautaire, on va dire. Hop, on a un ami, un invité. Donc, merci pour les suggestions et pour le reste. Surtout pour les suggestions. Je sais que ça va t'intéresser, comme je le dis tout le temps. Un petit pouce bleu, parce que ça fait toujours plaisir. Et puis, qu'est-ce qu'on se dit? À la prochaine, ciao, bye. Na, 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 na.